Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre émission On refait les jeux. Comme à notre habitude, on est là avec les meilleurs consultants algériens pour décrypter et analyser toute l'actualité olympique et pas que. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, c'est l'entraîneur le plus capé au handball, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Aziz Derouaz, marhaba bik. Merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui voudront bien nous suivre à travers cette émission. Et les voisins qui m'entourent, les techniciens spécialistes de leur discipline respective en sport, je suis content d'être parmi vous. Merci. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, je suis très honoré de partager le plateau avec un coach que j'apprécie particulièrement. Quand j'étais jeune, il nous a marqué. Franchement, moi j'étais très jeune, au lycée et tout, on le suivait. Ça fait vraiment plaisir, oui. Ça fait chaud au cœur. Bonsoir. Bonsoir, très honoré d'être parmi vous et surtout avec la présence de M. Derouaz. Sincèrement, moi je suis une nageuse et j'ai toujours, on va dire, je suis passionnée de cette discipline. À un certain moment, j'ai failli faire du handball parce qu'à côté de la piscine, il y avait, bon, après la natation a gagné, mais grâce à lui, on est resté passionné de sport. Effectivement. Alors, comme à notre habitude, Monsieur Derouaz, je sais que vous avez suivi notre émission. Et on a l'image du jour. Quelle est votre image du jour Alors, l'image du jour, puisque effectivement, en suivant votre émission, je me suis préparé à avoir une image du jour. Et je rebondis simplement sur ce dont vous avez parlé hier, à savoir Allyson Félix, pour laquelle vous vous posiez la question. Est-ce qu'elle allait être de nouveau médaillée pour sa 5e Olympiade? Eh bien, elle a été médaillée, donc elle a eu une médaille de bronze, elle a 35 ans pour ceux qui nous écoutent, et ce sont ses 5e Jeux olympiques, et avec 10 médailles, et je pense qu'elle peut en avoir une 11e puisqu'elle va disputer sûrement le 4x400, et c'est la femme la plus médaillée des Jeux olympiques. Alors, hommage aux femmes sportives à travers le monde, en Algérie en particulier, et donc hommage à toutes celles qui relèvent le défi en permanence de pratiquer le sport, et en particulier de pratiquer du sport de haut niveau. Dans toutes les disciplines sportives, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai un peu œuvré dans ce sens. Quand j'ai quitté le gouvernement, tous les sports étaient pratiqués par les femmes. C'est-à-dire que j'ai mis une attention particulière à ce qu'il y ait le football féminin. Et on avait organisé une finale de Coupe d'Algérie féminine en ouverture d'une finale senior garçon devant 80 000 spectateurs. Et l'haltérophilie féminine qui nous a donné des championnes. La boxe féminine qui nous a donné des championnes et d'ailleurs une 5e place aux Jeux olympiques. Et donc, hommage aux femmes et à celles qui essayeront, pour l'avenir, d'honorer les couleurs nationales grâce à la pratique sportive, à travers les différentes disciplines sportives et les événements mondiaux. Ton image du jour. Alors, je vais rester dans la même épreuve, le 400 mètres féminin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tous vécu une extraordinaire finale avec Ubou, Sean Müller-Ubou, qui a gagné cette épreuve avec un record extraordinaire de 48-36. Donc 48-36, c'est pratiquement le meilleur temps depuis les années 85, qui était dominé par Marita Koch. Mais l'image du jour, ce n'est pas tellement le chrono, c'est après la compétition. On a les caméras de Eurosport, ils ont capté une scène qui mérite d'être attentivement suivie parce qu'elle a changé ses paires de pointe. Il faut savoir qu'elle a battu le record olympique. Donc il y a un contrôle antidopage qu'il faut absolument soumettre à un contrôle antidopage, mais aussi un contrôle des chaussures, ce qu'on appelle les spikes, les paires de pointe. Donc elle a échangé ses paires de pointe, les spikes, avec son entraîneur. Elle lui a donné la paire de chaussures avec laquelle elle a couru.
et il y a remis des autres. Il faut savoir qu'il y a une réglementation au niveau de perte de pointe actuellement. On ne peut pas mettre plus de 2 plaques de carbone. 2 plaques de carbone. Donc maintenant, c'est une affaire à suivre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une enquête? Est-ce qu'ils vont voir ça? Il y a une réglementation au sujet de l'épaisseur au niveau de nouveaux plaques de carbone. On en parle trop actuellement et pour cause. Mais donc, c'est affaire à suivre et pour moi, ça reste l'image du jour. Affaire à suivre. Normalement, il y a une enquête. On avait suivi que, en tous les cas, les commentateurs de Eurosport Ils ont soulevé cette question, oui. Je pense Oui. que les instances internationales vont réagir rapidement. Dites-le, ton image du jour. C'est le Français Diniz, le recordman du 50 km marche. Enfin, son comportement, franchement, nous a, durant la période où il avait marché, avant l'abandon, nous a interpellés. Personnellement, il m'a interpellé des comportements bizarres à mon goût. Donc, c'était l'image de toute la course. C'est lui qui m'a. C'est ce que j'ai gardé de toute la course des 50 km. Et non pas le Polonais qui a gagné. C'était Exactement. plus ok. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il nous reste qu'une seule athlète algérienne aux Jeux Olympiques, c'est Matou Blamia, qui va rentrer demain en lice. Elle est spécialité karaté kumité et non pas kata, plus 61 kg. Elle aura 4 combats de qualification et qu'on espère pour elle qu'elle va passer au prochain tour et qu'elle apprendra beaucoup. Elle est très jeune, elle a 24 ans et on espère que ça sera une expérience pour elle. Aussi, hier, nous avons vu l'Égypte qui est arrivée en demi-finale de handball et qui a malheureusement perdu face à la France que de seulement 3 points. Est-ce que vous avez... 4 points, 23-27. Oui, 4 points, voilà, c'était 23-27. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous pouvez nous analyser déjà l'Égypte, l'exploit de l'Égypte qui arrive en demi-finale des Jeux Olympiques? Bien sûr que j'ai vu le match. J'ai essayé de voir le maximum de choses dans ces Jeux Olympiques malgré les horaires. Mais pour le handball, j'ai quasiment tout vu. L'Égypte, bien sûr que c'est une évolution normale. Pourquoi évolution normale? Parce que l'Égypte a bénéficié un peu de notre travail, de l'exemple de l'Algérie. Comme vous avez toujours un exemple à suivre, les objectifs à définir sont plus clairs et plus faciles à atteindre. On était, pour les Égyptiens, après avoir été, nous, 5 fois champions d'Afrique consécutivement, un modèle. C'est ce que d'ailleurs Paul Tidman, ex-RDA, qui a été leur entraîneur, on va dire le déclencheur d'une nouvelle stratégie pour le handball égyptien, et qui a fait une vidéo très intéressante que j'ai vue récemment, et au cours de laquelle il a cité 5 fois, c'est une vidéo de 7 minutes je crois, 5 fois le nom de l'Algérie, comme référence. Et donc, la route du très haut niveau était là, devant les Égyptiens, et dès qu'ils ont eu leur titre de champion d'Afrique après l'Algérie, ils ont eu une stratégie de priorité. Il faut dire que l'Égypte est une nation sportive. Mais contrairement à notre pays, il y a une définition des priorités. Les Égyptiens voient les moyens qu'ils ont à leur disposition et les investissent là où ils peuvent avoir les résultats qu'ils recherchent. En handball, ils ont prouvé déjà, grâce à un titre de champion du monde moins de 21 ans, une médaille d'argent ou de bronze oubliée dans un championnat du monde des moins de 19 ans. Ils ont donc, depuis ce moment-là, défini, bien sûr, pour arriver là déjà, ils ont mis en place une stratégie. Ils ont organisé des compétitions. Ils ont suivi et dépassé l'exemple algérien, puisqu'ils ont, eux, défini une stratégie que nous n'avons pas.
À la fin des années 80, et tout ce que cela signifie pour le sport algérien, malheureusement, avec la fin de la réforme sportive, à la fin des années 80, nous avons rompu avec la stratégie sportive et une politique sportive. Dans toutes les disciplines sportives et au-delà, on va vers les événements sportifs sans objectif particulier. On pense aux autres sports que le football une fois tous les 4 ans ou bien une fois tous les 2 ans au gré des grands événements. Mais sinon, on n'y pense jamais. Alors qu'en football, on y pense tous les jours. Quand je dis on, je parle aussi des gens qui sont dans l'échelle des responsabilités. Et donc, les Égyptiens ont défini une stratégie, un centre de préparation pour leurs équipes nationales, et en particulier les équipes nationales de handball. Vous savez, ils font rentrer en stage quasi permanent, par exemple, 80 jeunes de moins de 21 ans, de moins de 19 ans. Comment voulez-vous qu'au terme de leur évolution, ils ne trouvent pas 20 jeunes qui peuvent accéder en équipe senior avec le qualificatif de haut niveau? Et donc, les Égyptiens ont été préparés pour arriver là. Ils n'ont fait que confirmer, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu déjà une 4e place mondiale. Ils ont fait une demi-finale au championnat du monde en France. Donc ils sont sur la trajectoire du très haut niveau. Ils vont sûrement continuer dans ce sens. Ils participent à un maximum de compétitions internationales de préparation pour l'ensemble de leurs équipes nationales de handball, et pas seulement l'équipe senior, l'équipe U21, l'équipe U19, etc. Mais pas que. L'Égypte en handball a également décidé d'investir sur le handball féminin. Alors qu'elle n'avait aucun lien de comparaison avec l'Algérie, par exemple, pendant longtemps dans le handball féminin, ils ont décidé. Et elles sont arrivées en championnat du monde U20, je crois, moins de 20 ans, à battre des équipes européennes réputées. Donc, il n'y a pas de hasard. En sport de haut niveau, il n'y a pas de hasard. Il peut y avoir... oui, et ça n'est pas du hasard d'avoir un athlète médaillé par-ci, par-là, dans telle ou telle discipline sportive. C'est la capacité naturelle de tous les citoyens du monde, et il y a des capacités qui émergent, elles sont prises en charge de temps en temps, et on arrive à... Mais il faut absolument, en principe, avoir une stratégie sportive, une politique sportive, des objectifs. À ce moment-là, on peut arriver à ce que les Égyptiens ont fait. Vous dites que l'Égypte est arrivée parce qu'il y avait une volonté sportive, politique. Ils sont arrivés en demi-finale des Jeux Olympiques. Ils ont, surtout dans les catégories jeunes, ils arrivent à décrocher des médailles dans des championnats du monde, dans des grands événements internationaux. L'Algérie, vous étiez entraîneur. Nous avons pu gagner 5 championnats d'Afrique consécutifs. Nous avons participé à 3 Jeux Olympiques consécutifs, toujours vous en tant qu'entraîneur. Et vous dites qu'à partir de la fin des années 80, la politique a un petit peu changé. Moi, je trouve pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, en athlétisme, en judo, il y a eu une continuité. Sauf que dans le handball, on voit qu'il y a eu... C'était quand vous avez quitté l'équipe nationale où il y a eu commencé un petit peu la descente en enfer jusqu'à aujourd'hui par rapport à un 91 à Molesley, 92 et 96, 2000. Le handball avait commencé à disparaître, et non pas le sport en général. Non, pas tout à fait. Il faut se rappeler quand même qu'il y a eu une très belle génération dans les années 90, que l'équipe nationale algérienne a pu, sous la conduite de Salah Bouchkriou et Mohamed Machou, obtenir le meilleur résultat jamais obtenu par le handball algérien en compétition mondiale, avec notamment une victoire face au Danemark, qui était favori du championnat du monde 95 en Islande.
Donc, il y avait une génération exceptionnelle qui venait après celle que j'avais encadrée, avec Awash Riyal, Loukil, Saïdi, pardon. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais vraiment une très belle génération qui a joué son rôle, qui aurait dû être championne d'Afrique en 1994. C'est un match de finale où les organisateurs ont fait tout ce qu'il fallait pour gagner avec des arbitres corrompus, mais ce n'est pas intéressant d'en parler. Par contre, l'équipe a joué la finale, a fait un magnifique championnat du monde, est resté au plus haut niveau puisque on a gagné le championnat d'Afrique 96, parce qu'on a gagné 7 championnats d'Afrique, 5 que j'ai dirigés, ensuite un dirigé par Jafar Belhossein, et dans les années 2000, où effectivement là on avait commencé à largement rétrograder, on va dire de façon globale, un championnat d'Afrique ici en 2014 à Alger. Mais en 1996, on a fait les Jeux d'Atlanta. Et je pense que la véritable descente aux enfers a commencé dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on a vécu trop longtemps sur des acquis. Or, les acquis disparaissent, forcément. Donc vous dites que vous étiez ministre de 97 à 99. Donc vous dites que c'est à partir des années 2000 où, spécialement le handball et tous les sports, et après tous les sports, où il y a eu la descente aux enfers. Les années 2000, vous savez, en 2000, à Sydney, c'est la plus belle année du sport algérien, puisqu'il y a eu 5 médailles aux Jeux Olympiques de Sydney. Je pense que c'est après Sydney, mais ce sont des conséquences. La fin de la réforme sportive, ça veut dire quoi? La réforme sportive avait ses avantages et ses inconvénients, les points positifs et les points négatifs. On ne peut pas mettre les points négatifs d'ailleurs à l'indicatif du seul secteur des sports. C'est plutôt les autres secteurs qui n'ont pas rempli leur mission, à savoir l'éducation nationale, à savoir les communes, parce que le sport a été organisé ou réorganisé avec la réforme sportive en différents niveaux de pratique, dont le sport d'élite, puis le sport de performance, puis le sport de compétition d'intensité moyenne, puis le sport de loisir. Cette organisation a en même temps déterminé qui était responsable de quoi. Donc le sport d'élite, c'est le ministère qui était responsable. Ça n'était pas que les fédérations. Il y avait la sous-direction des équipes nationales, tout se faisait là-bas. Moi, en tant qu'entraîneur national, j'allais chercher au ministère les billets d'avion. C'est la sous-direction des équipes nationales avec la direction de l'administration et des moyens du ministère qui réglait ces problèmes-là. Les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs nationaux étaient en relation directe avec la sous-direction des équipes nationales. Donc les fédérations étaient davantage orientées sur une mission de développement. Donc ça, c'est une chose importante. Le sport de performance, il y avait la compétition sur la base de critères. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire de la performance. Et parmi ces critères, il faut se rappeler qu'il fallait quand même que les athlètes aient la possibilité de faire des études qui leur préparent leur après-carrière. Donc il fallait que les clubs de performance se trouvent dans des villes où il y avait des universités, des instituts, des infrastructures sportives. On ne peut pas venir comme ça et dire moi j'ai accédé, ça y est, je deviens... Vous pensez qu'il fallait, après 2000, après 2004, après les Jeux Olympiques de 2004, où c'est à peu près le cas d'aujourd'hui, où nous sommes sortis avec 0 médaille, vous pensez qu'il fallait une nouvelle réforme sportive? Mais bien avant, écoutez, à la fin de la réforme sportive, en 89, la loi 89-03, il y avait une situation économique qui faisait qu'il fallait absolument permettre aux entreprises publiques de se désengager. C'est ce qui a été fait par cette loi 89-03. Et, à mon sens, c'est une période de transition qui s'est ouverte. Parce que cette loi n'a pas réglé les problèmes. Cette période de transition prenait en charge les salaires par les subventions publiques qui étaient données
aux clubs sportifs amateurs, prenez en charge les salaires des athlètes de performance. Il faut savoir ce qu'on veut. Je vous racontais en marge de cette discussion ce que m'avait dit Cheikh Hamani Rahmou lorsque j'avais été le consulter pour un problème lié à l'équipe nationale de handball. Il m'avait dit il faut que la guerre des temps modernes, c'est le sport de haut niveau. Et on ne peut pas se battre, avoir un adversaire, vouloir le battre si on n'a pas les mêmes armes. Et parmi les mêmes armes aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Nous avons, ne serait-ce que nos voisins tunisiens, nos voisins marocains, nos frères, les Égyptiens, s'ils pratiquent 6 heures d'entraînement par jour, et si vous en faites que 2, ou si vous vous entraînez 3 fois par semaine, vous ne pouvez pas les battre. Vous mettez ça pour toutes les disciplines sportives. Est-ce que vous avez proposé, monsieur Delouaz, oui. Est-ce que vous, en tant qu'ancien j'allais dire Premier ministre, ancien ministre des Sports, de la jeunesse et des sports, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez proposé des solutions envers les ministres qui sont passés? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez eu des réponses? Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait qu'à partir de 2004, il fallait qu'il y ait des réformes, vous le dites, bien avant. Est-ce que J'en ai toujours parlé, mais encore faut-il être écouté. Mais avant d'en parler, j'ai été moi ministre, vous dites, j'ai une responsabilité. J'ai engagé des réformes. J'ai d'abord suivi ce qui se faisait de bien avant moi. Il y avait une politique de bourse, de préparation. Hier, vous en avez parlé ici. Ouais. La nécessité d'avoir des bourses de préparation, nécessité impérative pour les jeunes qu'on veut préparer pour des événements mondiaux futurs. Et donc j'ai suivi ce qui se faisait de bien. Simplement, il y avait à côté de ce qui se faisait de bien, des choses qui étaient mal faites. Comme le fait que les fédérations gèrent l'argent des bourses des athlètes. Si on donne une bourse, écoutez-vous, la bourse d'un étudiant, est-ce qu'on la lui donne ou est-ce qu'on la donne à son tuteur? On la donne à l'étudiant. C'est la même chose pour le sportif, on doit lui donner sa bourse. On ne doit pas lui demander les tickets de bus pour justifier ensuite ses dépenses. C'est ridicule. On est arrivé à cette situation de ridicule. Mais c'est un peu pour faire le suivi. Non, une bourse, je suis désolé, une bourse, ça n'est pas du suivi. On détermine un besoin. Voilà ce que doit coûter les dépenses indispensables, nécessaires pour la préparation de tel athlète, on les lui donne. S'il y a un manager, ça dépend, il y a des sports où il y a un manager qui n'en ont pas, on peut donner ça à l'indicatif du manager, mais tout ça, ça se fait. Mais c'est ce que j'ai fait comme ministre à l'époque. Il y avait une espèce d'écurie qui s'est formée pour préparer les Jeux Olympiques et j'étais en contact direct avec ce manager. C'est pas par hasard si on a eu 3 médailles olympiques à l'époque en athlétisme. Et il y a des présidents de fédération qui ont, je ne vais pas dire détourné, mais qui ont géré les bourses au détriment des athlètes. Ils s'en servaient peut-être aussi pour leur fédération. Aujourd'hui, de ce que vous dites, aujourd'hui, on a eu plusieurs intervenants ici qui disaient que ce n'est pas normal que quand il y a un problème, quand l'athlète, son premier responsable, c'est la fédération. Aujourd'hui, les athlètes passent directement par le ministère, qui fait que la fédération devient faible. On a eu beaucoup d'intervenants qui disaient ça, que ça causait problème. Vous dites que on doit la donner à l'athlète. La fédération, on la met de marge. C'est ce que vous dites. Oui, mais c'est à partir de la fédération. Si cet athlète est sélectionné, qui le sélectionne? C'est le DTN de la fédération. C'est qui remplit les critères. Et ensuite, cet athlète, il ne faut pas qu'il soit sous l'emprise du président de fédération. Écoutez, je vais vous raconter... Quand vous dites emprise, de quelle emprise? C'est une emprise financière, c'est ça? Oui, financière, qui ensuite instaure peut-être une dépendance morale, etc. Tout est possible. Mais si l'athlète n'est pas serein, l'objectif de la bourse, c'est que l'athlète soit serein. C'est qu'il se libère totalement de tout souci pour se préparer. On a aujourd'hui Triki, qu'il faut saluer pour la performance qu'il a réalisée.
on est en train de dire déjà podium à Paris dans 3 ans. On fait abstraction du fait que toutes les nations du monde peuvent préparer des athlètes de haut niveau qui peuvent arriver à être meilleurs que Triki. Oui, bien sûr. Bon. Mais Triki, comment le mettre dans un cocon, dans une bulle, parce qu'il est médaillable potentiel, afin qu'il n'ait aucun souci pour arriver à sauter du meilleur qu'il peut à Paris en 2024. La question est là. Si son argent est géré ailleurs, comment voulez-vous qu'il soit serein? La réponse, je vous l'ai dit, je vous ai dit, moi, j'ai essayé de prendre ce qui se faisait de bien avant moi. À côté de ça, il y avait des choses qui se faisaient mal. Je vais raconter une anecdote. Il y a un athlète de très haut niveau algérien qui, j'ai lu sur l'équipe. J'étais ministre dans une escale. J'étais en mission. J'ai lu le journal L'équipe et j'ai vu qu'il allait concourir pour la France. Il avait une bourse et il se préparait en France. Je suis devenu fou. Je suis rentré, je l'ai fait appeler. Il se trouve qu'il était en Algérie à ce moment-là. Et je lui ai dit, j'ai lu que tu allais concourir pour la France. Il m'a dit, oui, mais moi, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, j'ai tellement de problèmes, etc., etc. J'ai dit, mais tu as une bourse? Il m'a dit, mais ma bourse, je ne la vois pas. Elle n'est pas chez moi, elle est chez le président de fédération. J'ai appelé le président de fédération, je lui ai dit, si jamais, demain matin, le sportif en question n'a pas reçu sa bourse, chez lui, directement, tu fermes la fédération à clé, tu me ramènes les clés et tu rentres à la maison. Et le lendemain, l'athlète avait sa bourse et il a continué à concourir pour l'Algérie. Voilà. Alors, est-ce qu'il a... C'était pas une fortune. On détermine ce qu'il faut pour l'athlète. Et il faut s'arrêter de dire qu'il y a trop d'argent dans le sport. Il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé. Mais il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de moyens pour le sport de haut niveau. Il faut savoir ce que l'on veut. Donc la volonté, donc on revient toujours à ce que c'est une volonté politique. Mais absolument, il faut la volonté politique parce que si à la veille des Jeux, ce sont les politiques qui attendent les résultats des athlètes, il faut savoir comment ils ont préparé ces Jeux. Les athlètes algériens ont été empêchés de préparer les Jeux pendant une année par le ministre qui avait en place. Comment voulez-vous aujourd'hui leur demander des comptes? Alors que les athlètes du monde entier, le coronavirus est un problème mondial, mais chacun pèse le pour et le contre pour gérer la situation. Nous avons des centres qui ont été réalisés de préparation. Pourquoi on n'a pas mis nos athlètes dans ces centres-là avec les équipes médicales nécessaires pour que non-stop, ils puissent se préparer, être contrôlés, se préparer, être contrôlés, se préparer, être contrôlés. Au jour d'aujourd'hui, nos sportifs de haut niveau des autres catégories sont à l'arrêt, depuis bientôt 2 ans maintenant. Vous savez quand les conséquences vont être visibles? Dans les 10 années qui viennent. On est en train d'hypothéquer l'élite nationale pour les 10 années qui viennent, si on continue comme ça. Bon, ça, sans parler de la gestion des fédérations. Hein. J'ai parlé d'un autre niveau. La gestion des fédérations, mais quand un ministre, quand un Premier ministre exige des résultats, ou qu'un président exige des résultats, ou que demande des résultats, sa première relation, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Quand un ministre de la Jeunesse et des Sports, est-ce qu'il n'explique pas qu'il y a un manque d'argent, que des athlètes ont besoin de beaucoup plus de moyens, qu'il n'y a pas d'infrastructure, et donc, la réponse en là, c'est un résultat. Comme nous disait la dernière fois Ammar Boras, c'est un miracle avec la situation actuelle, avec tous les moyens actuels, c'est un miracle que nous avons 44 athlètes. Oui, mais là encore, vous citez 44 athlètes. Moi, là, j'ai jeté aussi la pierre à la presse nationale.
c'est un crime de s'adresser comme ça à la population. Qui s'adresse à la population, la société? C'est la presse. Si la société algérienne tout entière, responsable compris, attend autant de résultats des Jeux Olympiques, c'est à cause de la presse. Parce que réaliser les minima, c'est une chose. Être potentiel médaillable, c'est une autre. Il y avait combien de potentiels médaillables? Il y en avait 5, 6. Ensuite, il y a un choix à faire. Si, quand on parle de boxe, de judo, on peut espérer. En tous les cas, après, il y a des problèmes de tirage au sort. C'est l'une des seules années, olympiques où le ministère ou aucune fédération n'a donné aucun pronostic. Ça veut dire que dans n'importe quel communiqué qu'on voit du ministère ou du comité olympique, il y avait zéro pronostic. L'année 2016, on avait dit 2 à 3 à 4 médailles. Tout dépend des couleurs. En 2012 aussi. En 2008 aussi. Cette année, ils le savaient. On a quand même vu un membre du comité olympique, du comité exécutif du comité olympique, sur un plateau, je l'ai entendu moi-même, dire oui, on peut avoir 5 médailles. Je l'ai entendu, je n'ai pas inventé. Donc, il a essayé de compter un peu d'une discipline à une autre et il a déterminé qu'on pouvait avoir 5 médailles. C'est grave de s'adresser comme ça à la population. Et il faut absolument distinguer ceux qui font les minima et qui méritent d'aller aux Jeux Olympiques, puisqu'ils ont fait le minima. Mais ensuite, est-ce que tout le monde doit y aller? Ça, c'est une politique du comité olympique et du ministère de décider si, avec les minima, on peut y aller. Parce qu'on peut fixer aussi nos propres minima. Ça arrive dans d'autres pays. Le minima, par exemple, pour le 1500 mètres, il doit être de 3,30 de la Fédération internationale d'athlétisme. Eh bien, nous, on va dire 3,31, 3,29, pardon. Je dis n'importe quoi peut-être, mais on n'est pas obligé de valider le minima des fédérations internationales. Parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer une délégation avec 45 athlètes, 44 athlètes. Si on détermine qu'il faut y aller, et je pense qu'il faut y aller nombreux. La question des sports collectifs se pose. Est-ce qu'on va chercher des médailles en sport collectif? Non. On va essayer d'avoir le meilleur classement possible. On essaie de faire de belles performances. Mais on gagne le droit, on représente le continent. On doit déterminer, parce qu'une délégation de sport collectif, c'est une vingtaine de personnes. C'est beaucoup pour une délégation. Donc ensuite, est-ce qu'on prend tout le monde ou pas? C'est une décision conjointe du comité olympique, enfin des fédérations, du comité olympique et du ministère, pour déterminer la dimension de la fédération. Mais si on reste sur un chiffre comme ça, 44, qui marque les esprits, avec des commentaires qui vont dans tous les sens, les gens attendent une grande participation. Et ensuite, on lit sur les réseaux sociaux des traitements inqualifiables sur les athlètes. Je vais vous poser une question. Est-ce que la presse ne serait pas complice pour éviter que le peuple algérien blâme les responsables qui évite de blâmer les responsables et blâme les athlètes? Elle est souvent complice, la presse, bien sûr. Ça, on le sait, c'est ce que je dis. Dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est l'objectif en trompant la population, si c'est d'éviter de blâmer les responsables. Moi, j'ai dit que nous n'avons pas de stratégie sportive. J'espère que le nouveau ministre va œuvrer pour qu'il y ait une stratégie sportive, c'est-à-dire s'adresser au-dessus de lui et dire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que nous voulons. Et ensuite, voilà, si nous voulons ça, voilà ce qu'il faut. Alors c'est des conseillers qui lui diront ce qu'il faut. Il n'est pas obligé d'être sportif pour déterminer cela. Par contre, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui n'est pas variable. Il faut cela parce que voilà le nombre d'heures que se préparent les adversaires. Il faut toucher au nerf de la guerre.
Est-ce que, à Vous ce ne moment, pouvez avec pas, la crise- écoutez, vous pouvez pas dire à des athlètes, quelque discipline que ce soit, de faire du sport de très haut niveau sans leur donner un salaire et une indemnité. Pour revenir juste au handball, comment aujourd'hui faire pour rehausser, pour sortir de l'enfer que vit le handball algérien? Ah ben là, l'enfer qui vit le handball, c'est déjà la conséquence de cette fédération illégitime qui est en place. Quand vous dites illégitime, Parce que le président de fédération qui a été élu, quand il a été élu au précédent mandat, il n'était pas membre de l'Assemblée générale. Ça a été accepté comme ça par le ministre qu'il y avait à l'époque. Ça a été imposé même par d'autres courants de pression. Et il est toujours là. Parce que, écoutez, si vous lisez sur le handball, parlons des réseaux sociaux, vous allez lire que la majorité de ceux qui ont porté le handball au plus haut sont plus que critiques avec ce qui se passe dans la gestion du handball, n'ont pas place, même pas un strapontin dans l'Assemblée générale, et ce sont des gens qui n'ont, par rapport à cela, rien à voir avec le handball, qui sont au sein de la fédération. Alors, bon, cette question des assemblées générales, c'est une question clé dans la situation du mouvement sportif national. Bien sûr d'aucuns vous diront, j'aurais aimé d'ailleurs que ce soit dit sur ce plateau, on m'a fait le reproche d'avoir été le ministre qui a enlevé les techniciens des assemblées générales. On ne m'a jamais donné la parole pour ça. Qui vous a fait ce reproche-là? Oh, des cadres du sport. Beaucoup de des cadres. cadres du sport. Beaucoup de cadres, oui. Moi, j'ai trouvé un texte. Je ne pouvais pas faire la révolution. Il fallait faire du changement en urgence. La Fédération algérienne de football avait 450 membres dans son assemblée générale. Les clubs étaient représentés par 3 personnes. Nous avons fait une modification d'urgence qui n'est pas passée au travers de tous les ministères. On a négocié en secret avec la FIFA pour faire passer le texte parce qu'on a essayé d'enrichir les assemblées générales avec 10 personnalités désignées par le ministre. Pas pour caporaliser les fédérations, c'était 10, c'était un enrichissement. Donc 3 étaient élus à part par l'Assemblée générale au sein de ce groupe de 10. C'était un enrichissement. Le président pouvait faire partie de ces 3 et pouvait être parmi les autres. C'était cette volonté d'enrichissement, mais en même temps de limiter le nombre des membres des assemblées générales. C'était un plan d'urgence. J'ai préparé ensuite un nouveau statut, un nouveau texte qui encadre l'organisation des fédérations. C'est un texte qui devait exclure les ligues de l'influence majoritaire qu'ils ont dans les assemblées générales. C'est un texte qui devait ouvrir la porte pour les anciens joueurs des équipes nationales, pour les joueurs titrés, médaillés, etc., pour les anciens arbitres, ou pour les arbitres et les anciens arbitres, pour les entraîneurs et les anciens entraîneurs, c'est-à-dire pour mettre les gens du terrain dans les assemblées générales. J'ai quitté le gouvernement alors que le texte était prêt et qu'il allait passer au niveau du SGG. J'y peux rien. Tous ceux qui sont venus après moi ont trituré le texte que j'ai laissé sans y apporter ce qui était indispensable pour suivre l'enrichissement de ces assemblées générales. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pris en otage les assemblées générales des disciplines sportives sont main dans la main avec comme objectif de toujours revenir. Il y avait également l'ancien président du comité olympique, dont le projet c'était seulement de toujours revenir. C'est Barraf, c'est ça? Tout à fait. Et il fallait qu'il ait toujours la même population qui le porte à la tête du comité olympique au bout de 4 ans. Il fallait que les mêmes reviennent. Donc, je vous dis, il y a eu des... Donc c'était du clientélisme. Bien sûr. Et puis, une prise en otage
tel que ça m'a été reproché à moi par un ancien directeur général des sports, une prise en otage de ces fédérations. La majorité, écoutez, quand vous regardez l'évolution des résultats du sport algérien, et vous avez qualifié ça tout à l'heure de descente aux enfers progressive, mais il faut interpeller les fédérations. Je vais vous donner un repère pour les sports collectifs. Parce que la fédération a la mission de développement par délégation du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est quoi le développement? C'est d'abord le développement quantitatif. Dans les années 80, les fédérations de sport co autres que le football avaient environ une moyenne de 25 000 athlètes licenciés, garçons et filles. En 2020, il y avait 18 millions d'habitants. En 2020, nous sommes près de 45 millions, c'est toujours environ une moyenne de 25 000 licenciés. Comment doit-on juger les gens qui ont géré ces fédérations de sport collectif, autres que le football, depuis les années 80? Oui, mais C'est pardon, pas que les fédérations, même les ligues. Pardon, monsieur le ministre, bien sûr, c'est un problème récurrent. En parlant de ça, vous touchez au nerf de la guerre. Moi, si j'étais à la fédération en tant que DTN ou DE, je dispose d'un personnel, allez, disons au maximum une dizaine de personnes. J'ai aucun technicien qui est mis à ma disposition. C'est-à-dire, je ne sais même pas combien de conseillers en sport, de techniciens supérieurs existent en Algérie. Ils sont dispatchés un peu partout en Algérie, qui sont sous la tutelle des DGS. Et que moi, en tant que fédération, je n'ai aucun pouvoir sur eux. Donc, comment je peux déterminer une stratégie? Comment je peux demander à cette population, qui est le nerf, qui est le fondement de notre système, surtout en matière de développement, alors que je n'ai aucun pouvoir sur eux. Moi, en tant que fédération, je n'ai aucun pouvoir sur le conseiller en sport qui travaille sur la DGS, telle ou telle wilaya. Donc, à partir de là, la fédération, qu'est-ce qu'elle devient? On gère les affaires courantes, les dossiers, les déplacements aux différents championnats du monde, Jeux olympiques, etc., les athlètes d'élite, les bourses, et encore, les bourses, ils sont gérées en partie par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc, je vois mal maintenant, d'abord, la responsabilité des fédérations et surtout et avant tout, le rôle des fédérations dans l'état actuel des choses. C'est-à-dire, c'est aberrant. Aujourd'hui, si on résume bien, pratiquement la fédération n'a plus aucun rôle à jouer. C'est pas aucun rôle. Elle ne peut pas jouer le rôle qui lui est destiné. C'est-à-dire, comment elle peut travailler? Vous permettez que bien sûr, c'est justement. Je rebondisse là-dessus. Oui, bien sûr. Vous dites, vous parlez à la place du président de fédération. Non, non. Aux fédérations. Oui, les fédérations. Oui. Mais pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la fédération? Avec quel programme vous êtes candidat? Qu'est-ce que vous annoncez comme perspective, comme prospective, etc. Aucun président de fédération n'apporte un programme où il dit, depuis toujours, de mon souvenir, il y a 20 000 licenciés, à la fin de mon mandat, je veux qu'il y ait 100 000 licenciés. Il y aura 100 000 licenciés. Il y a 100 000 licenciés, à la fin de mon mandat, il faudra qu'il y ait 500 000 licenciés. Quel est le président de fédération qui est venu avec ce programme? Mais comment on peut faire ça, vous parlez, monsieur je m'excuse, vous parlez de moyens de pression sur les cadres. Non, vous ne devez pas avoir des moyens de pression sur les cadres. Les cadres sont au service du sport, ils sont salariés. Ils sont salariés par les DJS, c'est une chose. Ils sont salariés libres, c'est une autre. Déjà, nous sommes devant un grand problème du sport algérien. Le grand problème, c'est que, en dehors du football et des seniors, des 3 sports collectifs autres que le football, il est quasiment impossible, en dehors du fonctionnariat, de gagner sa vie avec le sport. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le propre de l'athlétisme, voilà. Je vous le confirme. De tous les sports. C'est dramatique. C'est dramatique et donc c'est un problème à prendre en considération pour arrêter de perdre nos cadres qui s'en vont toujours à l'étranger pour aller gagner leur vie. Alors ça c'est... Maintenant, au niveau les cadres dont vous parlez, ils signent un PV d'installation, ils sont dans des clubs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans des infrastructures sportives. Malheureusement, c'est des chefs d'unité. Ça n'est pas normal.
parce que le ministère continue à gérer des infrastructures sportives alors que ça n'est pas sa mission. Normalement, ces infrastructures doivent être affectées à la pratique sportive directement au profit des clubs, au profit des ligues, au profit des fédérations, suivant les cas de l'une à l'autre des disciplines sportives. Mais le plan de développement, le programme de développement d'une fédération ne doit pas se limiter au fait de gérer des cadres ou pas. Le programme qui est proposé, c'est un programme pour développer quantitativement la pratique sportive. Mohamed? Monsieur le ministre, Allez-y. je vous ai entendu, j'étais encore jeune, très très jeune, en train d'expliquer, j'étais encore étudiant à l'ESTS, que l'Algérie en matière de handball, par rapport à la population, par rapport aux particularités physiques de l'Algérien, il y a des spécificités, des particularités à prendre en charge, et par conséquent, on doit, en matière de développement, les athlètes, dès leur jeune âge, imposer une certaine méthodologie d'entraînement. Donc, on est d'accord que normalement, en tant que DTN, moi, je me mets à la place de DTN, les particularités de la discipline par rapport à la population exigent un tel travail par chaque tranche d'âge. Mais moi, en tant que DTN, en tant que responsable à la fédération, je ne peux pas exiger ça aux entraîneurs qui travaillent et qui sont affectés au DGS parce que je n'ai aucun pouvoir sur eux. C'est-à-dire, à la limite, il peut, par respect, comme ça, par collaboration, mais il n'y a pas une relation qui est établie, claire, nette et précise pour dire que moi, je veux ça. Par exemple, l'entraîneur, tu fais la prospection, j'ai besoin de 100 gosses avec les critères HADO au niveau des écoles, la masse flania, plus tard. Je ne peux pas faire ça autant que responsable technique au niveau justement de la fédération, parce que l'état actuel des choses fait que, autant que fédération, j'ai aucun pouvoir, c'est des techniques sur le technicien qui se trouve au fin du pays. Par contre, la fédération, vis-à-vis la ligue, qui est sous la tutelle de la DGS, peut exiger ça, et c'est à la ligue, parce que les Mais comment? Ben comment un DTN واش نقول لا ليغ نقول له بلي l'entraîneur اللي c'est يخدم le président de fédération qui fait. D'accord, mais c'est le DTN normalement, Oui, c'est le qui projet. transmet On parle ça. technique. Je profite de l'occasion parce qu'il est avant tout technicien. Oui. Donc, Je m'excuse, je suis d'accord avec vous. Je vais rebondir sur ce que vous me dites là. Je pense que l'un des gros problèmes que nous avons, plus encore que celui des fédérations, de la direction des fédérations, c'est celle des ligues. Et je pense que les cadres du sport doivent être affectés en priorité au niveau des ligues, dans l'étape dans laquelle nous nous trouvons, parce que c'est une question d'étape. Après, il faut peut-être changer de politique. Maintenant, pour revenir chez les Polto, il n'y a pas de raison d'avoir du pouvoir sur tous les entraîneurs. Par contre, sur tous les entraîneurs qui sont responsables de sélection, oui. Le DTN, il a des directeurs techniques de wilaya. Et c'est ceux-là qui doivent avoir les éventuelles orientations technico-tactiques. Ce sont les directeurs techniques de wilaya. Ce n'est pas les athlètes au niveau des clubs. Ça, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Personne ne peut agir là-dessus. On peut agir dans le cadre d'une entente cordiale générale. Ce qui était le cas pendant la réforme sportive. C'était le cas, il y avait un collège technique national où les techniciens étaient rassemblés. Mais vous savez combien il y avait de clubs en handball, basket, volley de performance? On a commencé avec 6 clubs, on est passé à 8 clubs. Les plus belles années, on était à 6 et 8. Et là, effectivement, cette coordination peut être possible. Par contre, ce qui n'existe pas chez nous, pas suffisamment en tout cas, d'une discipline à une autre, ça dépend, c'est les sélections au niveau des catégories de jeunes. Et sans ça, on peut aller nulle part. Il faut donc des ligues fortes, des ligues bien orientées, et il faut des directeurs techniques de wilaya sous le contrôle du directeur technique national, dont c'est la mission à ce moment-là, et les orientations. On parlait tout à l'heure en marge du début de cette émission de ce
ce qui a marqué certaines spécialités dans l'athlétisme. Alors, on a parlé du triple saut, on a parlé on a cité Bayrahouli, à laquelle je rends un hommage appuyé. On a parlé de triple saut. Je veux rappeler aussi Hossein Boudifa, Allah yarhamou, dont le record d'Algérie du saut en longueur est resté pendant un nombre d'années incroyable. Il aurait dû y avoir, grâce aux performances de ces athlètes, Belfra après, etc., des écoles spécialisées en Algérie de ces spécialités. Parce que les athlètes ont démontré notre capacité à produire des champions dans ces spécialités. Ouais. Est-ce qu'on va produire des champions en lancer de poids? Je ne crois pas. Difficile. Est-ce qu'on va produire des champions en lancer du disque? Je ne crois pas. En lancer de marteau? Je ne crois pas. Mais dans ces spécialités, on l'a prouvé. Le saut en hauteur, le triple saut, la longueur, le 400 mètres et maintenant, il y a des spécialités où maintenant on touche du doigt sur quoi on doit investir. Le directeur technique national doit avoir les directeurs techniques de Wilaya pour arriver à ce qu'on cherche de nouveaux décathloniens. Parce que le décathlon, comme l'a si bien expliqué Maoul Bacha hier, est une spécialité qui a des exigences incroyables. Mais parmi ces exigences, la première, c'est la détection, la sélection d'un athlète capable de faire plusieurs spécialités avec des performances valables. Et là, c'est au niveau de la commune, de la wilaya, qu'on va les détecter, bien sûr. Mais si ce directeur technique de wilaya ne joue pas son rôle, moi je déplore l'utilisation qui est faite par les cadres du sport. Je sais à quel point vous travaillez. Vous travaillez au-delà de ce que vous devez à la fonction publique. Mais vous serez d'accord avec moi que lorsque j'étais moi, il y a plus de 20 ans à la tête du ministère, une majorité des cadres du sport ne faisaient pas plus que 4 heures de travail par semaine. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Voilà. Donc on a juste essayé de les mettre un peu au travail en les faisant encadrer, les encadreurs dans les écoles primaires. Il y a des cadres qui ont crié au scandale en disant que le ministre il voulait faire encadrer des enfants par des bacs plus 5, ce qui était une escroquerie parce que le ministre n'a jamais demandé cela. Et j'avais donné à l'époque au DJS, à travers tout le pays, le pouvoir de donner dérogation par rapport à cette stratégie à tous les éléments qui étaient effectivement sur le terrain au niveau des associations sportives et qui remplissaient le programme dû à la fonction publique dans leur club. Alors il faut d'abord travailler et il faut que nos cadres soient utilisés. C'est ça le problème, nos cadres ne sont pas utilisés. Ne sont pas utilisés et je reviens justement à ce que vous disiez au début de l'émission, il y a un problème de stratégie. Pour juste résumer la situation et rester dans le général. J'ai l'impression, moi, en tant que technicien, depuis une vingtaine d'années, que Bled Nafeha, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de SUM, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de la graduation, et on s'occupe et on s'attarde uniquement sur la post-graduation, les doctorants, etc. On a le statut, l'un des meilleurs statuts pour les athlètes de haut niveau. Ça a été, comme vous l'avez très bien expliqué, initié en la fin des années 90, le système de bourse. Je sais quelque chose, j'avais une athlète de très haut niveau, on était très à l'aise au début de saison, on savait qu'on pouvait faire nos stages à temps, là où on voulait, on avait la billetterie et tout, on était super professionnels, c'est-à-dire vraiment, personne ne peut se plaindre. Même d'ailleurs, Bayrahouli l'a très bien expliqué hier dans une émission de radio. Elle disait qu'à l'époque, par rapport à ce qu'il faisait maintenant, nous étions ceci, cela et tout. Ça, ce n'est pas le problème. Mais là, je me pose la question. شكون هو responsable باش يروح يجيب لي الدراري من المسيت ويدير لهم la sélection naturelle avec des tests simples qui sont adaptés à nos moyens au niveau de l'école. ومن بعد شكون يجيبهم وين يجيبهم après.
Les clubs, ils n'ont pas le moyen. Le club, il cherche à gagner des points pour gagner pour assurer la subvention de fin d'année. Donc faire la formation, la détection, respecter les différents types les différentes normes de la physiologie de l'enfant, la croissance et appliquer le volume de charge d'entraînement qui est adapté par rapport à cette tranche d'âge. On n'a pas ça. Ensuite, c'est-à-dire l'équivalent de SUM, les cas des juniors, en plus la performance, la performance. Est-ce que c'est la fédération et tout? Moi, je suis partisan, je pense tout simplement que la seule et unique possibilité pour faire de la performance, c'est les corps constitués. Les clubs, à l'heure actuelle des choses, il est impossible de demander aux clubs de faire de la performance. Il n'y a que les corps constitués qui peuvent accomplir cette tâche, cette mission. C'est le cas dans plusieurs pays. Je parle de l'athlétisme. En Italie, on voit les résultats. Tout le monde est pompiers, policiers et tous. Les gens qui gagnent des médailles olympiques. Hein. Et c'est le seul moyen où on assure la performance et la masse pour faire de la performance. Parce qu'il faut assurer quand même l'après-carrière. Et quand on est dans un corps constitué, on est tranquille, on a la garantie d'avoir un job après le travail, même si on ne fait pas la haute performance. C'est-à-dire il y a la performance et l'élite. La performance, il y a un problème. Oui, autant que performant, parmi les meilleurs fibladi, un club, il n'a pas les moyens de prendre en charge. Logistiquement, techniquement, il ne peut pas surtout et avant tout assurer la post-carrière de l'autre. Donc, c'est vrai que je reviens juste la première phrase de problème de stratégie. On a un statut pour l'élite, les bourses, c'est très bien, rien à dire, ça marche très bien, enfin, pour peu que les gens... Mais le reste, c'est le néant, c'est le vide, personne ne sait où. On va essayer de remplir ce néant déjà avec l'humeur de Njla et on reprend le débat. Reda, jingle. Aujourd'hui, je vais parler du pentathlon moderne. Donc, c'est une discipline qui est composée de 5 épreuves. Donc, dans la natation, il y a le 200 mètres. Après, on a l'escrime avec l'épée, l'équitation. L'équitation, c'est 12 obstacles, sauf que les athlètes prennent connaissance de leur partenaire qui est le cheval 20 minutes avant l'épreuve. Ce qui a un peu gêné la plupart de ces athlètes parce que le meilleur cavalier risque d'avoir des surprises avec un cheval qu'il ne connaît pas. Parce que c'est un couple. L'équitation, c'est un couple, donc il y a 2 athlètes qui font du sport. Après, les 2 épreuves restantes, c'est le cross et le tir au pistolet, ils ont été fusionnés. Ça a donné un biathlon à l'intérieur de... Donc, pourquoi j'ai parlé de l'équitation et par rapport à ça, l'Allemande Schle Annika, qui était favorite à 100%, tout le monde avait misé, c'est-à-dire les gens misaient sur la médaille d'argent et la médaille de bronze. Hier, le cheval a décidé de ne pas sauter. Il lui a fait 3 refus et personne ne sait pourquoi. Le cheval a décidé de ne pas gagner cette médaille. Donc, et j'ai parlé aussi de ce sport parce que je crois que si nos fédérations font fusion, comme l'a fait la gymnastique avec la natation pour nous faire sortir de grands plongeurs, parce qu'actuellement les médailles olympiques, c'est des gymnastes à la base. Donc pourquoi ne pas faire fusion entre les différentes fédérations pour nous faire sortir des athlètes... Ce qui est très révolutionnaire. Absolument, absolument. Quand on parle de révolution, aujourd'hui, il y a eu un effet aussi marquant dans les Jeux Olympiques, dans la journée des Jeux aujourd'hui à Tokyo, c'était le miracle italien. Je voudrais qu'on en parle du miracle italien, les Italiens qui arrivent à gagner le 4x100 mètres masculin. Je ne sais pas si vous avez vu la course. Oui, je l'ai vu. Comment vous avez vu la course? Mais il n'y a pas que cette course, il faut voir tout ce qu'ont fait les Italiens en athlétisme cette fois-ci. Donc il y a eu une stratégie à la base. On ne peut pas faire tout ça sans stratégie et sans définir ses objectifs pour arriver là. Donc moi je pense qu'il n'y a pas du tout de miracle italien. En Italie, il y a le CONI, le Comité olympique national italien,
qui est une institution, une véritable institution, qui gère le sport et pas seulement l'olympisme, et qui donc définit les moyens, donne les moyens, etc., pour arriver à ce genre de performance. Voilà, il n'y a pas de miracle du tout. Maintenant, et puis, il y a également une certaine priorisation des disciplines sportives, parce qu'il y a une histoire des résultats du sport italien, etc. Mais je voudrais rebondir sur ce que mon ami a dit tout à l'heure. C'est une excellente piste de parler des corps constitués. Parce qu'il faut sans arrêt des idées nouvelles. Il faut d'abord répondre à une réalité. Voilà ce qu'on veut, voilà les besoins indispensables. Et parmi les besoins indispensables, je suis en train depuis tout à l'heure de défendre le statut de nos athlètes que l'on dirige vers le haut niveau. Il faut qu'ils gagnent leur vie. Il faut qu'ils gagnent leur vie et leur après-carrière. Oui. C'est indispensable. On ne peut pas continuer à prétendre gagner quoi que ce soit avec des athlètes qui ne touchent pas de salaire. C'est ce qui aide les Italiens peut-être aujourd'hui. Bien sûr, c'est indispensable. Hein. Donc les corps constitués, ça n'est pas une nouvelle idée en Algérie, puisque à l'époque, la Direction générale de la Sûreté nationale, elle avait ouvert donc des sections sportives. Elles existent toujours pour dans certains cas, et permettaient aux athlètes de haut niveau d'avoir une sécurité. Ça remonte même à plus loin, dans les années 60, où les meilleurs footballeurs du Shabab Riyadi de Belcourt étaient recrutés à la DGSN. Ouais. Donc c'est une idée aussi. Voilà, c'est une idée, l'équitation avec Dark al-Watani, exact. Notamment, et le Haras Jumhouri. Donc c'est une idée à creuser parce qu'il faut des solutions. La solution, c'est d'abord une stratégie pour savoir ce qu'on veut. Ensuite, mettre à la disposition de cette stratégie les moyens nécessaires. Et on n'est pas obligé de suivre l'exemple du fonctionnement du mouvement sportif national qui était le nôtre. On peut innover. On en reviendra encore juste concernant l'Italie. Bon, je maintiens le miracle italien, même si c'est une volonté, comme vous dites, qui date de longtemps. Mais le 4 x 100 mètres. Il n'y a pas que le 4 x 100 mètres. Le miracle italien, maintenant, l'Italie se trouve en première position dans le tableau en athlétisme. C'est une première dans l'histoire de l'Okhar. Les Italiens avec Jacobs le 100 mètres, Tamberi le high jump, le 100 hauteur, 20 km marche, et le relais 4 x 100 et le 20 km marche women. Donc c'est un véritable exploit, surtout. On voit qu'il gagne aujourd'hui le relais 4 x 100. C'est généralement une des vitrines de l'athlétisme qui donne la température, le niveau de la discipline hadik au niveau mondial. Donc ils ont gagné le relais 4 x 100, mais il faut se rappeler que les Italiens n'ont pas arrivé à ce niveau comme ça, surtout dans cette année. J'ai parlé avec un ami qui est entraîneur de 800 mètres, Longo, qui était 3e aux Jeux Olympiques de Sydney. Et il m'a dit que cette année, ils avaient, suite au Covid-19, ils ont eu le meilleur modèle de préparation depuis toujours. Parce qu'ils ont rassemblé tout le monde, ils ont mis les moyens à disposition, c'est-à-dire, on peut faire toute une séance pour expliquer un peu les moyens de récupération qui ont été mis à la disposition avec le Human Tekar, avec des trucs, avec les meilleurs biomécaniciens. Ils ont même fait appel à certains techniciens de Ferrari pour des analyses biomécaniques, pour améliorer la performance, pour vous dire à quel point. Et donc, la Covid-19, ça a permis de rassembler tout le monde dans de meilleures conditions. Ils ont été faire des stages en Afrique du Sud. Pendant que les nôtres étaient envoyés à la maison. Pendant que nous, on était confinés chez nous, en train de faire des steps sur place. Quand on parle du 4 x 100, quand tu parles du 4 x 100 masculin, on parle aussi du 4 x 100 féminin. Aujourd'hui, c'était une finale où les Jamaïcaines ont réussi l'exploit après le 100 mètres.
le triplé des L'exploit, on s'attendait quand même à un record du monde, étant donné l'effectif des Jamaïcains. Jamaïcains. Oui, on s'attendait quand même à un petit record Ils du l'ont monde. manqué à 20 millièmes de seconde. Exactement, oui, parce que vraiment, c'est une équipe, c'est une dream team. Ils ont Oui. battu le record national jamaïcain, c'est le record personnel, et il leur manquait que Les Américains, il faut souligner l'absence des Américains. C'est la faillite, c'est la faillite, oui. C'est la faillite de l'athlétisme, enfin, des résultats au niveau des Américains. Là, ils ont 5 médailles d'or, c'est du jamais vu, parce que souvent, il y en a au moins le double. Et on voit qu'il y a l'émergence de certains pays, ce qui démontre que véritablement, si on a l'envie, s'il y a l'envie de réussir, on peut le faire. On voit des pays comme ça qui émergent, qui arrivent à entrer dans le tableau des médailles, parce que tout simplement, il n'y a plus de secret. le Kosovo a eu une médaille. Il n'y a plus de secret. On n'est pas dans C'est 2 les millions années d'habitants. 60, 70, etc. Tout le monde sait comment gagner. Le projet d'une médaille aux Jeux Olympiques n'est pas un secret à l'heure actuelle. Il suffit juste de faire appel aux gens professionnels, aux techniciens, et de se donner les moyens pour. Je vous propose de regarder la chronique d'Ihsan Qadé, Faites vos jeux, qui est confiné, mais qui ne veut pas s'arrêter. Et on continue le débat. Faites vos jeux, Ihsan Qadé. Amis auditeurs de Radio M, amis auditeurs olympiens de Radio M, bonjour. On est dans les 2 derniers jours des Jeux Olympiques et il pleut des événements, des finales, il pleut du lourd pour ces 2 derniers jours. Difficile de faire le choix. Je vais quand même m'en tenir à mon agenda habituel avec en début de soirée, en entrée de matière, encore une fois une épreuve au long cours, le marathon dames qui se déroulera à Sapporo pour éviter la chaleur et qui aura cette particularité de mettre en opposition une favorite, la Kenyane détentrice du record du monde, Brigid Kosgei, 2h17. On a à attendre autour de 2h20, 2h25 l'arrivée de ce marathon parce qu'on s'attend à des difficultés encore une fois avec la chaleur. Et en face d'elle, évidemment, ses compatriotes kenyanes qui pourraient la détrôner, mais aussi les Éthiopiennes. Et pour le plaisir et pour le fun, revoir courir Dibaba sur une longue distance. Dibaba, champion olympique 5000, 10 000, très grande star de l'athlétisme africain et mondial. Deuxième rendez-vous, pour rester et toujours faire honneur aux dames, dans le stade olympique cette fois. Le dernier challenge, à la limite, ce serait retombé un petit peu depuis que Sifan Hassan a raté son 1500 mètres aujourd'hui. Elle a été battue par la Kenyane détentrice du titre du 1500 mètres, Kipyegon, sur une allure qu'elle a imposée elle-même, comme dans une allure de meeting. Mais le challenge reste ouvert. Est-ce qu'elle peut encore monter sur le podium sur le 10 000 mètres et mieux encore battre la détentrice du record du monde, l'Éthiopienne Jidei, qui a réalisé 29 minutes 01 secondes à peine au mois de juin dans les sélections éthiopiennes aux Pays-Bas. C'est encore un duel ouvert. Hassan a couru 5 courses. Ça va peser dans les jambes au moment de s'aligner sur le 10 000 mètres. Il y a eu sur le plateau de Radio M des allusions sur sa préparation et sur le fait que peut-être il y aurait des suspicions de dopage. On a entendu Zeloukhi faire ce type d'allusion. Le fait qu'elle ait perdu la finale du 1500 mètres peut-être va apaiser ce type de suspicion, mais le fait d'enchaîner autant de courses de haut niveau, évidemment, a interpellé les spécialistes. Et on verra demain à 11h45, demain en fin de matinée, si la néo-hollandaise Sifan Hassan peut aller au bout et gagner une 2e médaille d'or après avoir gagné celle du 5000 mètres et avoir décroché le bronze aujourd'hui sur le 1500 mètres. Alison Felix, pardon, encore une fois, je suis très heureux qu'elle ait gagné une médaille de bronze aujourd'hui sur le 400 mètres individuel. Cela lui permet, demain à 13h30, rendez-vous encore pour demain, de concourir pour une 11e médaille olympique et détrôner Carl Lewis et devenir la 2e athlète la plus médaillée dans l'athlétisme, dans l'histoire des Jeux Olympiques, derrière le Finlandais Nurmi, ce qui situe quand même la performance. On va sortir du stade olympique pour mes 2 dernières recommandations. C'est les 2 derniers jours, c'est les finales des sports collectifs. J'imagine que vous avez dû parler de celle du handball en particulier avec votre invité et que je salue, Aziz Darwaz. La finale que je vous recommande, il y a bien sûr le basket à 3h du matin pour ceux qui peuvent rester, France-États-Unis. Moi, la finale que j'ai bien envie de regarder et que je vous recommande, c'est celle de France-Russie au volleyball parce que j'ai vu la finale en match de poule. Le match de poule, la Russie était déjà qualifiée, la France avait absolument besoin de gagner. Ça a donné lieu à un match magnifique. Le volleyball est d'un niveau
très très surprenant, c'est extrêmement télégénique, c'est magnifique à voir. France-Russie, c'est très ouvert, c'est une belle finale en perspective. C'est à 13h, je vous la recommande. Et puis pour l'esthétique, pour la beauté des yeux, le concours de saut, donc c'est de l'équitation, le concours de saut d'obstacles masculin par nation, par équipe, un moment de grâce, un grand moment de beauté avec de la haute performance. Les qualifications aujourd'hui ont fait passer tous les favoris. Les compteurs seront remis à zéro. Ceux qui se sont distingués lors de la journée d'aujourd'hui, ce sont la Suède, l'Allemagne et la Belgique, mais les grandes nations d'équitation comme la Grande-Bretagne, la France, mais aussi la Suisse, peuvent tout remettre à plat. Demain, c'est à partir de midi que des nations pauvres pour ce concours de saut d'obstacles. L'équitation, très recommandée par Nejla. Faites vos jeux. Alors, on commence par l'équitation. Nejla, l'équitation. Ton pronostic de demain, de comment ça va se passer? L'équipe allemande et l'équipe anglaise, parce que franchement, ils sont. Je suppose que suivant le concours individuel, on peut prévoir l'équipe anglaise, pour moi. Parce que, et mis à part le pronostic, c'est des épreuves à voir. Voir sauter un cheval de 300 kg avec un être humain faucon sur 1,65 m, c'est impressionnant. Donc, et le spectacle est à conseiller. Pour l'équitation, pour le volleyball, on a vu quand même une équipe de Russie qui même avec une suspension, qui participe au nom du comité olympique, arrive en finale au volley. Ça sera demain à 21h15 heure de Tokyo. Qui va suivre la finale, Monsieur Deloise? De toute façon, quand on ne suit pas en direct, on peut suivre en différé. Moi, je regarde toutes les finales. France mais ou Russie? Il y aura les deux en même temps. Je pense que l'équipe de France de volley est très forte cette année. Voilà. Mais et justement, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur la performance globale des sports collectifs autres que le football réalisés par les Français. C'est incroyable. Ouais. Les finales en mesdames, en handball, en basket. En volley. En volley avec la 4e place pour les dames. C'est assez exceptionnel et ça veut dire qu'il y a une politique très précise. Derrière, il y a une stratégie pour avoir ce succès global. Et donc, je reviens toujours à ce que je disais au début, il faut une stratégie, une politique, des objectifs et mettre les moyens là où il faut ensuite. Voilà. Et on espère que le handball va reprendre sa place dans notre handball algérien. C'est compliqué, vous savez, le championnat d'Afrique qui est en 2022, janvier 2022 au Maroc, et il y a de fortes chances pour que l'Algérie ne participe pas. Pratiquement qu'elle ne participe pas. Mais oui, carrément, puisque les deux poules, le Maroc a obtenu l'organisation et les deux poules se déroulent dans des villes de Sahara occupées, en territoire occupé. Okay. Et donc, rien n'a été fait pour empêcher cela par la fédération actuelle au moment du congrès. C'était la fédération précédente qui est revenue, le président. Rien n'a été fait par le président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique pour empêcher cela, parce que c'est pas normal que l'Union africaine, la position de l'Union africaine ne soit pas respectée par une confédération africaine. Et il y a absolument quelque chose à faire dans ce sens. J'ai peur que ce soit trop tard, mais dans tous les cas, on risque donc de ne pas participer. Et même en cas de participation, l'équipe nationale n'est pas au travail. Ça fait longtemps qu'elle chante. Depuis le tournoi de qualification olympique en Afrique, elle n'a pas fait un seul jour de regroupement. Depuis avril. Depuis avril 2021. C'est une véritable catastrophe. Que dire également des équipes U21, U19, dont les championnats d'Afrique sont programmés aussi au Maroc, comme par hasard.
Voilà, le handball n'est pas engagé sur de bons rails, je suis désolé. Même l'équipe féminine n'a pas participé. Ah, dans l'équipe le tournoi. féminine, ça se compte en nombre d'années. Ah, d'accord. Voilà, Moi, oui. je Qu'en est-il de notre championnat de handball? Alors, le championnat, il paraît qu'il y aura 25 clubs l'année prochaine. Il Plus paraît. plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est l'expression, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Avec également ceux qui arrivent au GSP. Et nous savons que nous avons une partie de nos internationaux qui sont sociétaires de ce club, qui est en grande difficulté, on va dire, entre guillemets, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, il n'y a que des problèmes à l'horizon pour le handball. J'aimerais quand même rebondir sur ce qu'a dit Qadi Hassan tout à l'heure, parce que je voulais souligner la performance de Hassan. On en revient. d'accord. On arrive à Sifat On Hassan. arrive à On va Hassan, finir alors. avec Hassan. C'est bon. Je passe aux 4x4 femmes et hommes. Demain, ça sera très serré, surtout pour le 4x4 hommes. Tu as une analyse pour nous, Mohamed, pour le 4x4 hommes et femmes? Franchement, je ne me suis pas attardé encore sur la question. J'ai été plus sur les résultats d'aujourd'hui, mais c'est clair qu'avec En tous les cas, la présence des États-Unis et de la Jamaïque, elle y est. Les États-Unis, ils mais sont on en voit- finale. On voit que les nombres sont en train de changer. À Tokyo, cette année, on voit l'émergence de pas mal de... On a vu... La Pologne championne olympique en 4x4, Possible, ce serait- il y a une tradition, vous savez, les relais, ça se travaille, c'est un travail d'équipe. Les Polonais, ils ont compris ça. Ils ont une équipe qui travaille en permanence, ils sont tout le temps en stage, on les voit. Winter stage, c'est l'équipe de Pologne, et c'est impressionnant de voir Ils sont l'organisation. présents dans la finale du 4x4 hommes et ils sont présents dans la finale du 4x4 femmes. Hein. Oui, Donc, oui, c'est mais vraiment un exploit. hein. c'est un des choses travail. qui se préparent, qui se travaillent, il y a toute une stratégie pour ça. Donc franchement, chapeau bas pour eux. Et on espère à Alison Felix une 11e médaille olympique. Oui, Ah, tout à fait. oui, oui. Ce serait, Alison Phoenix aujourd'hui, pour revenir un peu sur la course du 400 mètres, troisième, mais elle ne pouvait pas faire plus. C'est-à-dire même en battant son propre record, elle ne pouvait pas gagner la médaille d'or. la Bahamienne qui La est- BM, elle est dans une dimension, dans une autre dimension par rapport au reste de la concurrence. On souligne aussi aujourd'hui le javelot féminin, gagné par une Chinoise. Mhm. Bon, ce n'est pas une surprise, elle était déjà vice-championne du monde à 66 mètres. à Doha. Mais je voudrais juste souligner un truc, c'est qu'elle était 11e ou 12e sur le tableau de la meilleure performance mondiale de cette saison. Donc, pour vous dire qu'ils arrivent à la compétition, ils font le meilleur de la saison, le season best, le jour de la finale. Et ça donne une indication sur ce qui se fait en Chine. Il faut juste rappeler que la Chine ils ont gagné la médaille d'or au lancer du javelot et au lancer du poids. Au lancer du poids féminin. Donc 2 médailles dans les épreuves de lancer gagnées par des Chinoises. Même le chinois du triple saut. Le chinois de qui a triple fait saut, 17. il était au 12e ou 17e meilleure performance mondiale de l'année. Il arrive et fait son record, etc. Il bat son record 3 fois durant la compétition. Exactement. Donc ça, c'est... Mais quand on sait ce qui est en train de se faire et qui a commencé en 2002, je me rappelle très bien, on était dans des stages comme ça et on voyait les Chinois débarquer dans des stages avec des jeunes, vraiment des jeunes, des bébés. Et pour préparer les Jeux Olympiques 2008 et aussi au-delà. Et on voit maintenant les résultats. Ils ont fait appel aux meilleurs du monde. Maintenant, ils sont autonomes. Ils ont hacké la technologie et maintenant, c'est des Chinois qui travaillent avec. Mais avant, ils ont fait appel et tout. Et on voit les résultats maintenant. C'est extraordinaire. Des Chinois, qui auraient imaginé des Chinois dans des épreuves de lancer? C'est-à-dire ça ne correspond même pas à la typologie standard de la population. On voyait aussi la dernière fois notre grand Zalouré Mohamed, coach de Abdelrahman Hamad, qui disait que les Asiatiques, surtout les Chinois, les Coréens, qui n'avaient aucune morphologie pour faire du saut en hauteur, Ouais, ils mais se qu'on sont voyait au-delà de 2,30. C'est quand même... Pour terminer sur la journée d'aujourd'hui, la journée des doublés, parce que
Aux 1500 mètres, J'arrive. D'accord. Je vais juste avec Alison Félix, qui a fait troisième, et tu disais, c'était ton image du jour, que la paire de pointe, qu'elle avait changé la paire de pointe. Hubo, oui. Oui. Et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont dites non dopantes, c'est pas du dopage en vrai, mais qui aident à la performance. Oui, mais on peut tergiverser sur ça. Parce que pourquoi? C'est l'évolution naturelle c'est l'évolution naturelle du sport. On pouvait dire pareil quand il y avait l'avènement des pistes en tartan. Avant, ils couraient sur des pistes en cendre, et quand l'arrivée de le tartan, ça a changé la donne. On voyait que les résultats ont considérablement baissé, on voyait des records du monde à l'appel les 10 années qui ont suivi ce changement. Les paires de pointe aussi, on parle de chaussures. Mais ils ne sont pas tous à la portée de tout le monde. D'accord, mais ça va venir maintenant. Il y a la réglementation, le World Athletic exige aux fabricants des pointes, à Nike et autres, de mettre en vente libre les paires de pointe. C'est-à-dire théoriquement, il y a une pénurie un peu, mais n'importe quel athlète, normalement, peut avoir accès à ce genre de matériel qui est les chaussures spécialisées. Mais ça va se démocratiser. Peut-être pour les jeux Hadou, les gens étaient pris un peu à la va-vite comme ça, mais d'ici le championnat du monde aux États-Unis à Eugene, ça tout sera... le monde maintenant prend conscience et sait que c'est un outil déterminant pour la performance. Il apporte une aide considérable. Et bon, quoique quand on voit McLogan avec les paires de pointe New Balance, c'est pas les trucs de carbone. Ou Warhol au 400 mètres. Oui, mais attention, Warhol, moi je me suis trompé en disant qu'il était avec Puma. C'est pas Warhol. Les paires de pointe, ils étaient développés par Mercedes McLaren. Mercedes, s'il vous plaît. C'est-à-dire il y avait une collaboration entre Puma et Mercedes pour développer des paires de pointe adaptées à l'épreuve du 400 mètres et à l'égard il n'y a que des paires de pointe Mercedes les mêmes qui font moins de 46 secondes. qui collaboraient pour les mêmes paires de pointe de Usain Bolt. Donc pour vous dire un peu, on n'est pas sur un truc de matériel, de stage permanent, je ne sais pas quoi. Meeting, on n'est pas dans une histoire de meeting. Quand on parle de ça, et comme avait dit Ihsan, Zalouri avait insinué que Sifan Hassan, il y avait quelque chose derrière, qu'elle ne pouvait pas enchaîner un 1500, 5000, 10 000. Et on a vu aujourd'hui un peu la désillusion de Sifan Hassan qui, en série, nous tombe et revient et gagne à 4,04. Et aujourd'hui, qui n'arrive pas à descendre sous les 3,53. Même si c'était. Elle a fait 3,56, ce qui est extraordinaire. 3,56 en 1500 mètres. Non, mais après 4 courses de machin, c'est dimensionnel. Attention. Tu penses que c'était ce qu'elle pouvait faire? Elle visait la médaille d'or. Non, elle visait la médaille d'or, oui. Elle a fait la course qu'il fallait faire aujourd'hui. Elle était partie très vite parce qu'elle sait. Depuis 2019, 2020 et cette année 2021, elle s'est spécialisée dans les épreuves de 1500, 5000 et 2000. Ça laisse penser que sa pointe de vitesse, parce qu'elle court très bien le 800 aussi, mais il y a une corrélation négative entre le fond et les épreuves de vitesse, entre l'endurance spéciale et les épreuves de vitesse. Donc théoriquement, son point fort, ce n'est pas la vitesse. Il fallait que la course soit rapide, du départ à l'arrivée. Elle a essayé de faire ça. Malheureusement, il n'y avait personne pour l'aider et les autres étaient tout simplement plus forts. Ça s'est gagné. Ça a été un record olympique à 3,53. 3,53 et 3,54 par la Kenyan Faith. Oui, pour la Kenyan qui réussit le doublé. Elle est championne olympique en 2016 et 3,53. Pour vous donner juste un temps, parce que je ne sais pas, 2,07 ou 800 mètres et 2,54 ou 1100. Pour vous dire un peu, c'était une course de fou. Même dans un meeting, les temps de passage ne sont pas aussi fous, aussi suicidaires que ça. Mais c'était la seule chance pour elle de gagner cette course. Malheureusement, ça n'a pas marché. De mettre en échec Hassan. De mettre en échec Hassan, on va voir demain. Monsieur Delouaz, vous voulez parler de Sifan Hassan? Oui, je voulais en parler parce que c'est phénoménal quand même ce qu'elle a fait, ce qu'elle a programmé de faire, ses objectifs. Et je voulais juste attirer l'attention que c'est une ancienne réfugiée. C'est une citoyenne éthiopienne. Oui.
Et donc, les nations européennes savent très bien utiliser donc, la différence d'origine lorsqu'il le faut, et ils en font une utilisation maximale. Ils ne retiennent pas toujours ces leçons dans leur politique globale ensuite, mais voilà, Hassan est une Éthiopienne médaillée pour le compte de la Hollande et non pas pour le compte de l'Afrique. Et je voudrais, je crois que c'est terminé. On arrive au bout de l'émission. Mais vas-y, allez-y, un dernier mot, votre dernier mot. Non, mon dernier mot, c'est de rendre un hommage appuyé à tous nos médaillés olympiques, à tous nos champions du monde à travers les différentes disciplines sportives, les médaillés, et également à travers tous les finalistes des Jeux olympiques et des championnats du monde, parce que c'est toujours une performance extraordinaire qu'il faut mettre en évidence, et également donc à tous les Olympiens qui ont obtenu à travers l'histoire des Jeux olympiques les minima de qualification pour quel que soit ce que j'en ai dit tout à l'heure, et tous nos athlètes de haut niveau en particulier, parce qu'ils se sont préparés souvent dans des conditions largement inférieures à leurs rivaux. Voilà. Merci, Monsieur Delouaz, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très vite chez nous sur Radio AM. Merci à toi. Pardon, Mohamed. juste un petit mot. Peut-être qu'on aura demain quelques éclaircissements de la part de Talha, oui. l'entraîneur de Triki, au sujet de la finale d'hier sur la course d'élan. Et on essaiera d'en discuter. Oui, il va donner plus de précisions et ça va éclairer, Inch'Allah. Et d'après ce qu'il t'a dit, ils suivent notre émission quotidiennement. Oui, depuis Tokyo. Oui, depuis Tokyo. Nedja, merci beaucoup d'être venu. Ton dernier mot? Oui, puisque vous avez parlé de sport collectif, donc demain je vous invite par contre à voir la finale waterpolo femmes. Donc Espagne, États-Unis, c'est une très belle finale. À suivre aussi. À suivre aussi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était On refait les jeux. On se retrouve demain à la même heure. La situation sanitaire est très critique. Faites attention à vous et à demain. Au revoir.